difficulté en général aux analystes eux-mêmes, dans la mesure où leur pratique les met forcément en porte-à-faux quant aux valeurs socialement partagées. Et donc la psychanalyse n'est aucunement censée apporter une promotion, ni un avantage, ni un titre, et c'est pourquoi Lacan dira que pour être psychanalyste, il faut être un saint. Mais pire que ça, puisqu'un saint a au moins lui le bénéfice ou l'avantage de faire la charité, tandis que le psychanalyste, lui, il va déchariter. Autrement dit, permettre à son analysant de prendre la mesure de ce qu'il a à payer pour pouvoir jouir d'un savoir, de son savoir. Donc la difficulté dans l'échec de l'école freudienne a sans doute tenu aux analystes eux-mêmes, et il n'y a aucune raison de ne pas mettre en cause, bien sûr, la part de Lacan. Peut-être s'y est-il mal pris, peut-être a-t-il surestimé l'engagement de ses élèves, peut-être a-t-il eu un exercice du transfert qui a pu être perçu comme un forçage, une contrainte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait de grands espoirs dans les conséquences de son enseignement et que la déception qu'au fur et à mesure il a connue n'a pu que exacerber chez lui ce qu'on pourrait appeler son inconduite. La fin de l'école freudienne a été tout à fait, s'est faite sur un mode tout à fait classique, c'est-à-dire volonté de captation d'un héritage intellectuel, comme si celui-ci constituait un bien qu'il s'agissait d'exploiter. C'est donc une modalité, si je puis dire, plutôt traditionnelle qui opère dans toutes les transmissions, qu'il s'agisse de biens meubles, immeubles ou intellectuels. Donc on peut dire une fin absolument classique et qui n'a pas grand-chose à voir avec la psychanalyse elle-même, sauf que bien entendu, cette modalité d'entrée pour de nombreux élèves ensuite dans l'enseignement de Lacan ne peut que leur transmettre, je dirais, le péché primordial, le péché inaugural. Et ce qui fait donc que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'espoir à avoir quant à la réussite, même si apparemment, je dirais, elle est impressionnante, mais il n'y a pas de grand espoir à avoir quant à la réussite foncière, la réussite véritable, la formation authentique que l'enseignement ensuite peut avoir. Maintenant, pour ce qu'il en est du CERF, c'est-à-dire l'espoir qui a été donné à de très nombreux membres de l'école freudienne que des anciens étaient capables de s'unir pour poursuivre l'enseignement de Lacan. Il est bien évident qu'en réalité, c'est la position de chacun d'entre eux
à l'égard de Lacan et de son enseignement qui allaient commander leur divergence. Ce ne sont pas des anecdotes de préséance ou de considération, mais c'est bien leur attitude vis-à-vis de Lacan même qui a commandé la séparation de ce petit groupe qui avait été très sympathiquement reçu par les membres de l'école freudienne. Ce qui a commandé la formation de l'association freudienne, c'était l'idée qu'il était possible de bâtir, de construire un lieu susceptible de recevoir ceux qui faisaient du crédit à l'enseignement de Lacan. Il est évident que ce crédit se confond volontiers avec le transfert, mais il ne le recouvre pas forcément. On a le droit de penser qu'il y a parmi des élèves certains pour qui leur engagement dans cet enseignement n'est pas uniquement ou essentiellement motivé par des raisons passionnelles. Donc de créer un lieu où il serait possible on va appeler ça, je ne sais pas moi, des bonnes volontés, de continuer de travailler et de se faire connaître, se faire reconnaître. Alors le point de départ a été un quatuor de psychiatres, venant tous de Sainte-Anne, et où ils avaient eu l'occasion de s'apprécier mutuellement du fait qu'ils avaient là-bas tenu des positions fermes et sans compromis, sans concession. Et c'est donc cette attitude qui les a rassemblés, le respect de l'enseignement de Lacan à défendre même si le milieu est défavorable. C'est ce qui les a rassemblés, c'est-à-dire Claude Dorgey, Jean Bergès, Marcel Tchermak et moi, et qui ont fait l'association freudienne, et aujourd'hui donc notre association lacanienne. Oui, j'ai mis en garde contre les liens d'amitié, je dirais parce que la constitution de bandes serait-elle réunie par l'amitié, sont guère favorables pour traiter ce qui est spécifique dans la psychanalyse. Je veux dire que il est évident que le psychanalyste souffre, je dirais, d'un manque d'étayage dans son narcissisme, et que la constitution d'une bande, dès lors qu'elle est supposée pouvoir pallier cette insuffisance, a des effets de confort narcissique qui ne peuvent que masquer la difficulté, voire la pervertir. Aux grandes dames de ses élèves, Lacan s'est d'ailleurs toujours méfié de la constitution de bande dans son école, ce qu'il n'a pas réussi à empêcher d'ailleurs. Pour Freud, ça a été pareil. L'histoire autour de Lacan est strictement identique à celle qui s'est déroulée autour de Freud. Absolument les mêmes situations. On a presque l'impression, on pourrait presque dire que ce sont les mêmes personnes, les mêmes argumentations, les mêmes types de vindictes, de dénonciation, de récusation, strictement identiques. C'est assez impressionnant comme répétition. Ça montre bien que ce qui est à l'œuvre ne dépend pas des personnes, mais dépend d'effets de structure en tant que non analysés. Il est certain que j'ai eu plus tendance
à faire appel à ce qui serait l'engagement rationnel des membres de l'association plutôt que de faire appel à leur réaction transférentielle. Ça, c'est clair. Peut-être les effets sont-ils meilleurs, mais je dois dire que la prévalence accordée à la raison chez chacun, c'est pas du tout psychanalytique. Normalement, la psychanalyse fait davantage crédit aux forces de l'inconscient que, je dirais, à la rationalité. Néanmoins, c'est ce que j'ai joué. Et puis on verra bien. Oui, c'est une association dans la mesure où une école suppose le rassemblement autour d'un enseignement. Et il ne m'a pas semblé que j'étais en mesure d'apporter, eu égard à celui de Lacan, un enseignement qui serait original et neuf par rapport au sien. Il m'a donc paru plus légitime d'envisager une association, c'est-à-dire le rassemblement de personnes qui se reconnaissaient par l'investissement qu'ils faisaient dans l'enseignement de Lacan. Quitte à ce que je joue un rôle de coordinateur, voire d'aîné, tout simplement. Ce qui est bien mon cas. Je suis quand même l'aîné dans cette affaire. Donc plutôt ce rôle-là que celui de maître d'école, qu'était Lacan. Le nom d'école qu'il a donné à son groupe était parfaitement original. Jamais il n'avait été utilisé auparavant. Ça n'était jamais que des sociétés psychanalytiques. Or, je n'ai pas voulu non plus le terme de société en ce qui nous concerne, puisque le fonctionnement social, on sait qu'il est pourri à l'avance. Peut-être qu'une association, comme il y a eu des associations de travailleurs, voire des associations internationales de travailleurs, bien que le résultat n'ait pas été non plus évident, mais peut-être que c'était un meilleur dispositif. Je peux dire que mon enseignement a été non pas une paraphrase de celui de Lacan, ce ne serait pas vrai, mais ça a été un ensemble, je dirais, d'excursions alimentées par l'enseignement de Lacan. Ce ne sont donc pas des redites, pas des répétitions, ce n'est pas du plagiat, c'est une poursuite d'un travail qui se développe à partir de son enseignement. Alors qu'il ait eu un rôle fédérateur durant le temps où je l'ai fait, c'est-à-dire quand même pendant plus de 20 ans, c'est certain. C'est certain, et je pense que ça n'a pas joué un rôle défavorable. Alors aujourd'hui, ces séminaires sont publiés ou sont en cours de publication, et il semble qu'on leur trouve de l'intérêt. Il m'a surtout semblé qu'après 20 ans de séminaires, il était temps que les membres de l'association prennent leurs responsabilités dans la direction de leur maison, qu'ils l'assument. Et que donc puisse mieux se préciser le fait que pour un analyste, la place de la maîtrise est une place vide. Et donc, ce qui leur était proposé, c'était de vérifier si cela était compatible avec le point où chacun d'eux en était, c'est-à-dire d'accepter que la place de la maîtrise ne soit pas tenue par un enseignement explicite, voire telle ou telle personne, et qu'ils prennent en charge, pleinement responsables,
la direction de leur maison, puisque c'est d'eux dont il est question et de leur avenir. Donc de savoir s'ils étaient décidés, cet avenir, à le poursuivre et à le développer. C'est pour ça que je me suis mis de côté. Et si j'ai écrit L'homme sans gravité, c'était sans doute aussi pour témoigner qu'il était possible d'intéresser le milieu social à des données habituellement il récuse, qu'il réfute, et en particulier celle de l'enseignement de Lacan. Et de ce côté-là, ça aurait été plutôt une réussite. Je crois que ce qui est sensible, c'est qu'il n'y a plus de militants. Autrement dit que la cause freudienne ne suscite plus guère de vocation. Mais il n'y a plus de militants en général, pas seulement chez nous. Le seul problème, c'est qu'on peut penser que chez nous, la cause vaut la peine, alors qu'elle est en général désavouée dans le champ politique, dans le champ religieux, dans le champ moral, dans le champ philosophique. On peut penser que chez nous, elle vaut la peine. Néanmoins, nous sommes manifestement en manque de militants. Voilà, les précédents militants s'étaient fourvoyés, c'est clair. Ceux d'aujourd'hui ne se fourvoient pas, puisqu'ils se font remarquer par leur discrétion. À l'époque de Lacan, j'étais tout le temps sur les routes, avec un bâton de pèlerin. J'ai pas rechigné. Alors, c'était sans doute par affection pour lui, mais c'était aussi avec le très net sentiment que ce que j'allais comme ça prêcher dans les campagnes valait la peine. Valait la peine et avait des conséquences. Oui, des conséquences pour essayer de nous défendre contre la barbarie. Voilà. La barbarie, c'est clinique. La barbarie, ne serait-ce qu'à se fier à ce que vous savez, l'étymologie, ça veut dire que ce sont des paroles qui ne relèvent pas du discours. Le barbare est celui qui ne passe pas par le discours pour se faire entendre. Il passe par la force, parfois peut-être par la séduction ou la manipulation, ce qu'on appelle le marketing. C'est le barbare. Eh bien, il faut savoir si on estime qu'il est agréable de vivre dans la barbarie, ou bien si l'on estime qu'il vaudrait mieux que soient respectées les lois de la parole. Nous avons essayé à un moment donné d'inviter des délégués des divers groupes issus de l'enseignement de Lacan de venir participer avec nous à des colloques qui leur seraient spécialement dédiés à une question commune et dont on viendrait débattre ensemble, avec l'idée donc
si tout le monde se référait au même enseignement, c'est le même problème que les religions issues du monothéisme. Si elles relèvent toutes du même texte, pourquoi est-ce qu'elles ne finiraient pas par s'entendre? Nous avons donc essayé, et y compris avec l'école de Miller. Les résultats ont été décevants. Décevants parce que les invités que nous avons donc reçus se plaçaient clairement sous le signe de la méfiance et du souci de déjouer la manœuvre. Je ne sais pas laquelle. En tout cas, c'est-à-dire que plutôt qu'une collaboration sur le sujet proposé, c'était plutôt des attitudes politiques qui étaient exprimées. Et puis d'autre part aussi, je dois dire, des carences dans l'interprétation de l'enseignement de Lacan ou des divergences qui paraissaient parfois surprenantes. Donc avec les associations, il n'y a sûrement pas d'espoir, et ce n'est pas un hasard si elles sont séparées. Elles sont finalement organisées chacune autour de principes qui, même s'ils ne sont pas clairement formulés, sont bien réels dans le traitement de l'enseignement de Lacan. Nous sommes les seuls à étudier chaque année un séminaire. Nous sommes les seuls. Nous sommes aussi, il y a un groupe qui s'appelle École lacanienne, mais l'appellation en général n'est jamais explicite. En revanche, il est certain qu'il y a dans les divers groupes des analystes qui, pris particulièrement, sont parfaitement en mesure de travailler avec nous, et il est vraisemblable qu'il en viendra un certain nombre. Parce qu'ils s'aperçoivent bien que, au bout de 30 années maintenant, ça fait 30 années que l'école freudienne a été dissoute, il y a des effets d'usure et puis de transmission entre générations qui ne se font pas. Donc il y en a qui viendront avec nous, ça c'est certain. L'avenir de la psychanalyse, moi je ne suis pas prophète. Je peux dire simplement qu'avec mon côté missionnaire, je fais de mon mieux. Je suis pas le seul, il y en a d'autres, comme vous-même, qui participaient à cela. L'avenir de la psychanalyse, la crainte. S'il n'y avait pas eu Lacan, elle aurait déjà été balayée. Je regardais tout à l'heure un numéro du magazine littéraire du mois de juin, intitulé « Les fictions de la psychanalyse », et qui rassemble un certain nombre d'écrivains et aussi des psychanalystes. C'est impressionnant. C'est impressionnant il faut bien le dire comme ça, par la pauvreté intellectuelle de ce qui est là proposé, et le caractère très, très primaire de la façon dont la psychanalyse est abordée et présentée. Alors je vous conseille, si vous voulez vous faire une idée de l'avenir de la psychanalyse, eh bien de lire ce numéro du magazine littéraire, mois de juin 2014, Les fictions de la psychanalyse. Alors si ça n'était que les écrivaillons qui écrivaillonnent, bon d'accord,
Mais il y a aussi quelques psychanalystes là qui prennent la plume. On a l'impression que le souci de ne pas sortir du confort de la masse prime sur le reste. Ouais. Ceci dit, comme vous le savez, nous continuons en ce qui concerne notre association avec la création du comité Freud pour qu'il soit inscrit au patrimoine de la mémoire de l'humanité par l'UNESCO, que nous faisons avec l'école pratique pour que des étudiants complètement paumés en psychologie, en psychopathologie et en psychiatrie puissent avoir un lieu où il y a un enseignement pour eux. Nous le faisons. Et je peux vous dire que, puisque vous travaillez un peu à l'école pratique, vous aussi peut-être, Bénédicte, non? Eh bien, je peux vous dire que ces étudiants qui viennent d'horizons et de milieux extrêmement divers et avec des formations extrêmement diverses, hétéroclites, eh bien, lorsqu'ils nous disent au revoir, ils remercient leurs enseignants. Ils les remercient chaudement. Ce qui, je veux dire, à l'université n'est pas le plus fréquent. Alors c'était quand même un indice de quelque chose. Je veux dire que les étudiants qui sont venus là chez nous par hasard, envoyés souvent par des organismes pour pouvoir y faire un cursus propre à les diplômés, et donc venus avec des intérêts pratiques habituels, ordinaires. Eux aussi ne sont pas des militants. Eh bien, ce qu'ils entendent là chez nous, manifestement ça compte. Oui. Donc, puisque vous m'interrogez sur l'avenir de la psychanalyse, on a le sentiment que lorsqu'elle est proposée comme il convient à des étudiants, c'est apprécié. Ceci dit, notre pays aujourd'hui est le seul en Europe où la psychanalyse est vivante. Je dis pas seulement existe, mais vivante, en Europe. Alors elle reste en Amérique latine, mais sous des formes qui sont évidemment exotiques, comme il se doit. Mais la France, le seul pays où l'analyse continue d'exister, était évidemment par la faute de Lacan. Ça c'est clair. Donc c'est lui le fautif pour le moment.